Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage de légende, le plus célèbre de tous les gladiateurs, Spartacus. Cet homme qui va se révolter contre l'Empire romain n'est pas du tout l'esclave rebelle qu'on nous a vendu comme un produit marketing, c'est avant tout un homme courageux et intelligent qui n'avait qu'un but, rentrer chez lui. La date de sa naissance n'est pas certaine, mais on estime généralement que Spartacus est né aux alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ. Il est né en Thrace, qui est l'actuelle Bulgarie. À l'époque, c'est une frange de l'Empire romain qui est plutôt sauvage et plutôt viril. Ce n'est pas un endroit calme et paisible pour grandir. Alors, le premier gros mensonge qu'on trouve dans le mythe de Spartacus et qu'on va écarter tout de suite, c'est qu'il n'est pas né esclave. Il est né en homme libre. Alors, on ne sait pas si, comme certains le disent, c'était un pauvre et que c'est pour ça qu'il a rejoint plus tard l'armée romaine, ou si, comme d'autres le disent, il était aristocrate et que c'est pour ça qu'il était bon en équitation et fin tacticien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un homme libre et qu'il va devenir esclave. Mais il n'est pas né esclave, c'est totalement faux. Comme je vous l'ai dit, il va rejoindre l'armée romaine, y combattre un certain temps, mais il va déserter. Et la désertion dans les légions romaines, c'était pas très bien vu. Du coup, il va être puni et emmené en esclavage avec sa femme, et ils seront tous les deux vendus à Capoue, une ville d'Italie qui se trouve au sud de Rome, lui comme gladiateur et elle comme esclave. Il faut se rappeler qu'à l'époque, dans l'Empire romain, un esclave n'a aucun droit. On peut le tuer comme ça parce que ça nous chante, ça ne pose aucun problème. Ils sont moins bien traités que les animaux domestiques. Du coup, comme je vous l'ai dit, il est envoyé à Capoue, qui est une ville connue pour son école d'entraînement des gladiateurs. Alors, c'est un endroit où vous avez 300 esclaves qui passent leur journée à s'entraîner, mais ce n'est pas de l'entraînement gentil comme on ferait dans un dojo. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée à se taper dessus en permanence. Et puis arrive ce qui doit arriver. Ces gladiateurs, qui sont des machines à tuer, décident de se rebeller. Ils exterminent la garde de l'école. Ils exterminent aussi la milice de la ville, qui sont des gens peu entraînés finalement, et partent dans la campagne du sud de l'Italie. Alors, les 300 gladiateurs ne s'enfuient pas. Avec lui, n'arrive à s'échapper qu'à peu près 75 compagnons. Les gladiateurs échappés savent bien qu'il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas rester à s'éparpiller dans les bois et tenter de survivre comme ça aux recherches qui vont être lancées. Donc, ils décident d'élire un chef. En fait, ils en élisent 3, Crixus, Spartacus et un autre qui va mourir assez rapidement. Mais au final, pour toute la troupe, c'est Spartacus qui prend les décisions. Tout d'abord, il va leur faire traverser la campagne du sud de l'Italie. En chemin, ils vont piller et voler tout ce qu'ils peuvent. Bien sûr, des vivres et des vêtements, mais surtout des armes. Parce que Spartacus est conscient tout de suite qu'ils vont devoir devenir une force combattante. Quand les sénateurs romains apprennent la nouvelle du soulèvement des esclaves, honnêtement, ils n'en ont rien à faire. Pour eux, Capoue est un bled, ça se passe pas à Rome, c'est pas leur problème. Du coup, ils vont envoyer 3000 fantassins, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui finalement ne l'est pas vraiment, et des fantassins totalement inexpérimentés. Pour ceux qui ont fait vaguement leur classe, ce sont au mieux des total débutants qui n'ont jamais vu un combat. Spartacus a établi son camp sur les pentes du Vésuve. Les Romains arrivent et leur général est si inexpérimenté que contrairement à ce qui se faisait toujours, il ne va pas fortifier son camp. Ils vont rester là comme ça, planter les tentes et attendre pour attaquer. Ce qui est une invitation pour des gens aussi forts et des combattants aussi expérimentés. Dans la nuit, ils vont les attaquer, ils vont massacrer tous ceux qu'ils peuvent et les autres, n'ayant jamais vu un combat de leur vie devant tant de sauvagerie, vont s'enfuir. Spartacus récupère donc non seulement les provisions, mais aussi toutes les armes et équipements qui étaient au camp. Cette défaite n'est au fond que très anecdotique pour l'Empire romain. C'est vraiment un détail. Ce qui est bien plus grave, c'est que le bruit de la défaite
et le bruit du soulèvement des esclaves va parcourir les campagnes et que du coup, de nombreux esclaves vont s'échapper et aller rejoindre les troupes de Spartacus. Il faut bien se souvenir que Spartacus a été légionnaire, il connaît donc les tactiques romaines et surtout leurs faiblesses. Du coup, il va éviter les affrontements directs pour utiliser les techniques de guérilla. Et à chaque fois qu'il aura à affronter des troupes romaines, il va les emmener sur des terrains qui les empêcheront de déployer leur formation et ainsi les perturber pour avoir un avantage qui sera décisif tout au long des combats. Et Spartacus va ainsi tenir mois après mois en échec toutes les unités qui vont être envoyées pour le capturer. Malgré tout ça, dans son immense suffisance, Rome ne prête pas vraiment attention à cette petite révolte qui ne les intéresse pas plus que ça. Et il faut dire aussi que les grands leaders militaires romains sont à cette époque à l'étranger en guerre de conquête pour pouvoir se couvrir de gloire et que ça n'intéressait absolument personne de revenir pour botter les fesses à quelques esclaves. Mais à cette époque, l'Empire compte tellement d'esclaves que les rangs de Spartacus vont grossir très rapidement. Il faut toujours faire attention avec les chiffres de cette époque parce qu'on ne peut jamais en avoir de sûr. Mais si on fait la moyenne de ce qu'on peut trouver, on peut penser qu'en une année, les rangs de son armée ont été gonflés de 85 000 hommes. De plus, ce qui contribue à sa légende et au fait que les autres hommes le suivent, c'est que Spartacus ne garde pas le butin pour lui. Contrairement à ce que font généralement les chefs de guerre, Spartacus répartit équitablement le butin entre tous ses hommes. Par contre, j'aimerais qu'on oublie tout de suite le côté Robin des Bois qu'on a voulu lui donner, parce que comment croyez-vous qu'il nourrisse 85 000 hommes au jour le jour? Ce sont des pillages continus. Qui dit pillage dit bien entendu meurtre et viol, il ne faut pas rêver, on est à une époque où de toute façon c'est monnaie courante. Et en plus, il ne pillait pas que des grands propriétaires terriens. Il prenait tout ce qu'il pouvait trouver, c'est-à-dire il volait et tuait aussi de petits paysans qui habitaient à cet endroit-là et qui n'avaient jamais eu d'esclaves de leur vie. Donc des gens qui n'avaient rien demandé et rien à voir avec la situation. Donc pour le côté Robin des Bois, on pourra repasser. Autre chose dont on va se débarrasser tout de suite, c'est son image de défenseur des opprimés, de celui qui va ramener la justice et qui veut l'égalité entre les hommes. C'est complètement faux. Spartacus a été déraciné et privé de sa liberté. Spartacus veut rentrer chez lui en homme libre. À aucun moment, Spartacus n'a décidé de tenter d'abolir l'esclavage, de rendre les hommes meilleurs ou de les rendre égaux. Son seul but est de rentrer chez lui. Pour servir ce but, il va guider une armée d'hommes qu'il va libérer, mais il ne les libère pas par bonté d'âme, il les libère parce que ça sert son but qui est de rentrer chez lui. Spartacus est un homme très intelligent, un formidable stratège et un grand combattant, mais ça n'est pas un messie. C'est un homme très doué qui veut retrouver son foyer. Du coup, leur rang ayant sensiblement grossi, ils vont s'arrêter de longues semaines pour former les recrues, parce qu'ils ont besoin d'une troupe combattante, pas d'une troupe de malfrats avec des couteaux. Comme je vous l'ai dit, le but de Spartacus n'est ni de sauver l'humanité, ni d'abolir l'esclavage, ni de détruire Rome, mais bien de rentrer chez lui en Thrace. Et ces hommes le savent, au moins en tout cas ceux qui dirigent avec lui. Et du coup, ça commence à poser un problème. Maintenant qu'ils ont une troupe nombreuse et entraînée, certains pensent qu'il vaudrait mieux aller tuer du Romain et piller pour amasser des montagnes d'or. Crixus, notamment son fameux ami du camp, va guider un mouvement dissident et à un moment va partir et quitter l'armée de Spartacus avec 30 000 hommes. Et tout ça arrange bien les affaires de Rome, qui va envoyer deux armées séparées, une pour poursuivre Crixus et une pour aller bloquer la route de Spartacus. Crixus était certainement un bon combattant, mais pas vraiment un bon général, et dès le premier affrontement, ils se font massacrer. Ce qui permet
aux armées romaines de faire demi-tour et de tenter de prendre Spartacus à revers. Les Romains ont pensé que l'annonce du massacre allait faire peur à Spartacus et ses hommes. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, étant donné que, au contraire, dès qu'ils rencontrent les Romains, ils les chargent et les massacrent. Et puis, contre toute attente, ils vont faire demi-tour et foncer vers l'armée qui a décimé les hommes de Crixus et les massacrer eux aussi. Dès que cela est fini, on reprend la route et après des centaines de kilomètres de marche, son armée d'esclaves arrive enfin au pied des sommets des Alpes. Et là arrive un problème plutôt inattendu. Il y a une armée qui va empêcher Spartacus de repartir en Thrace et c'est sa propre armée. En effet, les hommes refusent de passer les Alpes, ils préfèrent rester vivre en Italie, enfin dans l'Empire romain de l'époque, et continuer à vivre de pillage et, sait-on jamais, s'établir quelque part. Bien entendu, ça n'arrange pas les affaires de Spartacus qui n'était pas du tout parti pour ça, mais c'est un homme de devoir et d'honneur, donc il va accepter de rester avec ses hommes. Du coup, il leur faut un nouveau but. Et Spartacus va dans un premier temps penser à directement attaquer Rome, ce qui va faire trembler le bon peuple romain et les sénateurs bien entendu. Et c'est là que va entrer en scène Marcus Licinius Crassus, un des citoyens les plus influents et les plus riches de Rome, qui se dit que n'ayant accompli aucun haut fait d'armes, sauver Rome serait quand même très bien pour sa popularité. Il va donc obtenir le commandement des troupes qui vont être lancées contre Spartacus. Il obtient du Sénat 4 légions et il est tellement riche que sur son argent personnel, il va lever 6 légions supplémentaires. Et pas 6 légions de touristes, il lève 6 légions de vétérans expérimentés au combat. Spartacus, entre-temps, s'est ravisé. Il a compris que Rome, c'était pas une super idée. Il va donc faire le tour, soigneusement éviter Rome, et tenter de descendre tout en bas de l'Italie pour passer en bateau en Sicile. En effet, à l'époque, la Sicile est un repère de brigands et de pirates, et il se dit que c'est l'endroit parfait pour recruter des esclaves en fuite et des pirates, faire gonfler les rangs de son armée et surtout les entraîner tranquillement. Spartacus va donc faire un deal avec des pirates siciliens pour qu'ils lui envoient des bateaux pour traverser de l'Italie à la Sicile. Mais les pirates se vendent au plus offrant et il y a plus offrant que Spartacus à Rome. Du coup, ces bateaux n'arriveront jamais et il va se retrouver avec la mer d'un côté et les légions qui descendent sur lui de l'autre. Crassus n'est pas un militaire, mais c'est quelqu'un de très malin et de très prudent. Du coup, en descendant vers le sud, il va tout simplement construire une fortification de 56 km de long afin d'empêcher Spartacus et ses hommes de les contourner et de les garder dans le sud de l'Italie, histoire de les affaiblir le temps que leurs provisions diminuent. Finalement, une partie de l'armée d'esclaves réussit quand même à franchir les fortifications, mais se voit obligée très rapidement d'engager le combat avec les légions de Crassus. Les récits disent que Spartacus a tenté en vain d'atteindre justement le général adverse pour pouvoir le tuer. Ça n'est jamais arrivé et il a été massacré avec quasiment tous ses hommes sur le champ de bataille. Et pour montrer à quel point il était un chef sans pitié, Crassus, sur la Via Appia, qui est une route assez fréquentée à l'époque de l'Empire romain, va faire crucifier 6000 esclaves le long de la route. Il ne faut pas se souvenir de Spartacus comme un révolutionnaire. Il n'a jamais essayé de faire changer le système romain. Oui, il était contre l'esclavage fatalement, mais il n'a jamais essayé de le faire abolir. Ça n'était pas non plus le Robin des Bois qu'on nous a conté, puisque ses troupes ont pillé, massacré et violé allègrement pendant de très longs mois dans la campagne du sud de l'Italie. Pourquoi ne pas simplement admirer cet homme qui, par sa force et son intelligence, a su regagner la liberté qu'on lui avait prise et, ce faisant, a offert à des dizaines de milliers d'esclaves une liberté que sans lui il n'aurait jamais connue.
À mon sens, c'est un accomplissement bien assez impressionnant pour qu'on n'essaye pas de travestir ce qu'a réellement été la vie de Spartacus. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu en temps réel de la sortie des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.